Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va parler de la ville de l'amour. Oui, vous avez bien compris, il s'agit bien sûr de Paris, c'est-à-dire la capitale de la France. Et on va analyser les caractéristiques générales de la ville et on va parler de ses merveilles, de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de cette merveilleuse ville française. On commence par l'essentiel à savoir sur la capitale. Alors, vous savez que nous avons déjà dit, Paris est la capitale de la France et c'est le chef-lieu, capoluogo, de la région Île-de-France. Elle se trouve dans le bassin parisien, dans une plaine où s'élève la butte de Montmartre, qu'on va analyser après. Paris est traversé par un fleuve célèbre, qui est la Seine, qui divise la ville en deux parties, la rive droite, le centre des affaires, et la rive gauche, la zone la plus intellectuelle. Elle forme le département numéro 75 et elle est divisée en 22 arrondissements, disposés en spirale comme la coquille d'un escargot. Autour, il y a une vaste banlieue, périphérie, et Paris est aussi le premier port fluvial français. Elle a une superficie de 105,4 km², elle a un climat tempéré et elle a plus de 2,2 millions d'habitants. Il y a 16 lignes de métro et 5 lignes de RER, c'est-à-dire de transport, pour arriver aussi dans la banlieue. Vous avez à côté aussi la carte. Vous pouvez voir qu'il y a la Seine qui divise la ville en deux parties, dans les deux rives. La rive droite et la rive gauche. On va voir et on va analyser plus dans les détails dans les prochaines slides. Alors, comment circuler dans Paris? Vous avez vu qu'il y a la Seine et la rive gauche est le domaine des étudiants, des artistes, des grandes librairies et des universités. Donc, c'est la partie la plus intellectuelle. Tandis que la rive droite est plutôt le quartier des affaires, du commerce, du luxe, des salles de spectacle, des restaurants chics et des boutiques élégantes. La ville de Paris est surmontée de quelques collines, dont la plus célèbre, nous avons dit, est la butte Montmartre. Paris est une capitale dotée de beaucoup de monuments prestigieux qu'on va analyser après. Mais avant, on va voir ensemble comment on peut circuler dans Paris. Alors, les touristes, pendant qu'ils visitent la ville, ont plusieurs possibilités. Ils peuvent prendre le métro, qui est un moyen de transport très pratique, rapide et économique, et il est ouvert de 5h30 à 24h30. Il y a, nous avons dit, 16 lignes de métro. Chaque ligne a un numéro et une couleur. Et nous avons aussi, je vous ai indiqué aussi une curiosité, c'est-à-dire que la station 14 est automatique et il n'y a pas de chauffeur. Vale a dire guidatore. Certaines lignes circulent sous terre entièrement et d'autres en plein air aussi, mais seulement partiellement. Les touristes peuvent aussi prendre l'autobus. Il y a beaucoup de lignes d'autobus, plus de 350, qui fonctionnent de 7h à 21h. Et il y a aussi des autobus pour la nuit qui s'appellent noctiliens. Si vous prenez le bus, bien sûr, vous pouvez profiter de la vue sur la ville. Et pour identifier le bus, vous avez un numéro et une direction. Puis on a l'open bus, c'est-à-dire des autobus ouverts, des autobus touristiques qui s'appellent à l'impérial, qui permettent de faire des tours des principaux monuments de la ville. Et il y a les bateaux-bus, c'est-à-dire des navettes fluviales au fil de la Seine qui permettent de voir la capitale au fil de l'eau, quindi a partire dal fiume, una visione un po' diversa da quelle tradizionali. Puis, pourquoi pas, vous pouvez visiter la capitale en utilisant le vélo, cioè la bici. Paris est une grande ville, mais pas trop en réalité, et vous pouvez la visiter
en utilisant le vélo, puisqu'il y a un système de Vélib en libre service. Et à la fois, on peut faire un peu de sport aussi, pourquoi pas. On commence avec la description de la rive gauche et de ses monuments. Bien sûr, vous avez le symbole mondial de Paris et même de la France, et c'est le monument le plus connu au monde, je pense. La Tour Eiffel a été bâtie pour l'exposition universelle de 1889, c'est-à-dire pour le premier centenaire de la Révolution française. Elle a le nom de son créateur, de l'ingénieur Gustave Eiffel. Mais au début, elle fut mal accueillie par l'élite artistique et littéraire de Paris. Elle fut, en 1909, menacée de démolition, mais enfin, grâce à son antenne, utilisée à l'époque pour la télégraphie, elle a été sauvée. Alors, vous avez plusieurs étages. Sur la première plateforme, vous trouvez un musée audiovisuel très intéressant qui retrace l'histoire de la tour. Au deuxième étage, on trouve un célèbre restaurant. Et au troisième étage, il y a un bar et le bureau de Gustave Eiffel. Du sommet, vale a dire dalla cima, on a une vue extraordinaire. Et les scintillements, cioè gli scintillii de la tour Eiffel, avaient été prévus pour fêter le passage de l'an 2000. Mais en réalité, on a pensé de les maintenir dans le temps. Et en effet, je pense que encore aujourd'hui, si vous visitez la tour Eiffel la nuit, vous pouvez avoir un spectacle de lumière magnifique. Et au sud-est de la tour, il y a aussi une grande étendue de pelouse, c'est-à-dire Prato, et c'est le Champ de Mars. Puis, vous avez d'autres monuments comme les Invalides et le Palais et le Jardin de Luxembourg. Alors, vous pouvez trouver les Invalides qui se trouvent sur l'immense esplanade, 500 mètres sur 250 mètres, où s'élève le gigantesque et austère ensemble des Invalides. Cet hôtel fut construit en 1676 sous l'ordre de Louis XIV pour accueillir les soldats mutilés ou infirmes. Vous avez la cour d'honneur, l'église des soldats et l'église royale, c'est-à-dire le dôme. À côté, vous avez le palais et le jardin de Luxembourg, qui est magnifique. Marie de Médicis, en 1612, mère de Louis XIII, achète au duc de Luxembourg son hôtel, agrémenté d'un parc, pour y faire bâtir sa nouvelle demeure royale. Donc, c'est la demeure de Marie de Médicis. La Révolution transforma le palais en prison. Et aujourd'hui, ça c'est très important, le palais est le siège du Sénat. Les jardins autour le jardin autour du monument, du palais, sont devenus un parc public merveilleux, vraiment merveilleux à visiter. Puis vous avez dans les quartiers latins, c'est-à-dire le quartier qui est ainsi appelé puisque les latins étaient autrefois la langue officielle de l'enseignement. Dans les quartiers latins, vous pouvez trouver la Sorbonne. La Sorbonne est la plus ancienne université de France, 1253. Elle accueille un grand nombre d'étudiants provenant de tout le monde, de tous les coins du monde entier. Et dans le même quartier, vous pouvez trouver aussi le Panthéon qui se trouve tout près de la Sorbonne. Un édifice en style néoclassique qui abrite les tombeaux des hommes les plus illustres comme Victor Hugo, Voltaire, Rousseau ou Zola. Enfin, pour terminer, vous avez la gare d'Orsay qui est devenue musée. Alors, la gare a été inaugurée en 1900 et elle est devenue musée par l'architecte Gaio Lenti en 1986. L'architecture de la gare a été conservée et on trouve un ensemble unique au monde de peintures françaises, de sculptures et de mobilier. On peut admirer en particulier les tableaux célèbres des impressionnistes comme Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, etc.
Je vous ai montré des exemples. Vous avez le moulin de la galette de Renoir, le déjeuner sur l'herbe de Mani, et puis vous avez une image aussi du musée d'Orsay à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'il a maintenu la même structure de l'ancienne gare. Bon, j'ai terminé avec la rive gauche. Maintenant, je vous laisse un petit devoir à faire. Choisissez un monument et faites une brève recherche d'une page, plus ou moins. Vous pouvez choisir ce que vous voulez et dans la prochaine vidéo, on va parler de la rive droite. Bon travail et à la prochaine vidéo. À bientôt!